c'est bien. Laissez-nous parler, très bien. Et notre invité politique ce matin, c'est François Patria. Bonjour François Patria. Bonjour. Merci d'être avec nous. Sénateur de la Côte d'Or, vous présidez le groupe RDPI. C'est le groupe des sénateurs de la majorité présidentielle. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse régionale représentée par Christelle Bertrand du groupe La Dépêche. Bonjour Christelle. Bonjour Oriane, bonjour François Patria. Bonjour. On va parler immigration pour commencer. François Patria, Gérald Darmanin était à Rome hier soir, rencontrer son homologue après l'arrivée de milliers de migrants sur les côtes italiennes à Lampedusa. Gérald Darmanin qui a affiché un message de fermeté. Nous devons protéger les frontières extérieures de l'Union européenne. Est-ce que la France va prendre sa part et accueillir une partie des migrants de Lampedusa? Fermeté, humanité, efficacité. Dans ce triptyque, il y a effectivement la conduite de la France telle qu'elle entend être menée. Bien sûr que la France prendra sa partie. Il faut que le pacte migratoire, en passe d'être signé à Bruxelles, soit signé. Je crois que Bruxelles avance aujourd'hui sur ce fait, mais il y a déjà une règle qui permet aujourd'hui de répartir. Ce qu'a dit Et donc Gérald on va en accueillir ou pas? À court terme, on va en accueillir? Ce qu'a dit Gérald Darmanin, il était clair, il a dit « Nous accepterons, nous laisserons entrer sur le territoire ceux qui pourront obtenir, qui peuvent espérer avoir un titre de séjour. » Donc la France prendra sa part, alors que d'autres ont dit non aujourd'hui. La France a accueilli les bateaux quand l'Italie n'en voulait pas. La France, je vous l'ai dit, la doctrine de la France, c'est humanité, fermeté, efficacité. Donc il est normal, par exemple, d'avoir ouvert un centre d'accueil à Menton? J'ai entendu dire qu'il y avait des hôtels qui étaient réservés. Je pense qu'il a été démenti par le préfet qui a un centre d'accueil. Donc, je ne vais pas vous donner plus d'informations à l'heure qu'il est, mais... La France va accueillir à Menton, en tous les cas, visiblement, des réfugiés qui viennent de Lampedusa, quelles que soient les conditions. C'est ce qui a été décidé. Apparemment, je n'ai pas plus d'informations que vous sur le sujet, mais effectivement, j'ai vu que des chambres avaient été... Mais pas un centre d'accueil, c'est-à-dire que ce n'est pas une arrivée massive. Mais c'est compatible, ce message de fermeté, à la fois de dire, on va en accueillir une partie. Bien entendu, parce que ceux qui vous disent aujourd'hui, on n'accepte personne, on ferme les frontières complètement... C'est ce que vous demande le Rassemblement national. Marine Le Pen l'a redit hier, il faut en accueillir aucun des migrants de Lampedusa. Qu'est-ce que vous lui dites? Marine Le Pen est dans une posture d'une opposante irresponsable, qui elle-même, je suis convaincu, ne croit pas ce qu'elle dit exactement, qui fait aujourd'hui ce que disait Mme Mélanie avant d'être élue, qu'elle allait arrêter les bateaux en mer, etc., qui s'aperçoit aujourd'hui que sans l'aide de l'Europe, elle n'y arrivera pas, compris. On sait très bien aujourd'hui que les fanfaronnades, que les affirmations brutales, même parfois inhumanitaires, ne sont pas applicables ensuite, et qu'ensuite, il faudra bien, vous avez compris, tout le monde a bien compris, qu'il n'y a de solution qu'européenne aujourd'hui, que c'est difficile, effectivement, que la règle que j'évoquais tout à l'heure, qui est fermée, c'est de celle, bien sûr entendu, de ne pas d'accueillir les gens dans des conditions décentes quand ils viennent de risquer leur vie en mer, de faire en sorte qu'ils soient traités humainement. Mais vous la trouvez comment, la solution européenne, quand l'Allemagne dit qu'elle ne veut pas en accueillir mais justement, si le pacte migratoire aujourd'hui est en discussion à Bruxelles, c'est pour que certains reviennent sur la décision et qu'on arrive à un accord. Vous y croyez? On vous sent très prudent sur les mots et sur la manière dont ces réfugiés vont être accueillis à Menton. On entend beaucoup, ce sera temporaire, ça n'est pas un centre d'accueil. On sent la majorité, le gouvernement à tâtons sur ce sujet-là. Vous craignez vraiment l'opinion publique sur ces questions? Moi, je pense pas. Je pense qu'on peut parler à l'opinion publique. Il y a évidemment une radicalité. Alors pourquoi autant de prudence dans les mots? Avec précaution. C'est un sujet, vous l'avez compris, qui est hypersensible, qui est douloureux, qui est difficile, qui ne se traite pas comme ça, par des déclarations, par des incantations inefficaces. Ça se traite, je crois, par la diplomatie, ça se traite aussi de façon, j'allais dire, aussi juste que possible pour que le maximum de gens qui puissent entrer, le maximum de gens qui puissent obtenir des papiers le soient. Ça nécessite de la concertation. Moi, je ne suis pas gêné dans cette affaire. C'est pas fini, l'immigration. Attendez, l'immigration, c'est pas fini. Elle se profile devant nous dans les années qui viennent, plus difficiles encore. Donc, traiter aujourd'hui le problème à court terme en disant « il n'y a qu'à Faucon », ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ce que fait Marine Le Pen pour vous? Je vous ai dit, je vous ai répondu ce que fait Marine Le Pen aujourd'hui. Je pense que toutes les droites extrêmes qui ont préconisé le blocage total, le renvoi intégral, etc., de les renvoyer où partout, qu'est-ce que vous faites? Si vous renvoyez les gens à Tunis aujourd'hui, 15 jours après, ils reprennent un autre passeur pour revenir. Ça sert à quoi de les renvoyer à Tunis aujourd'hui? Ça sera quoi? Donc là, vous dites il faut accueillir. C'est un peu le message que le pape est venu porter, enfin va venir porter à Marseille ce week-end. Il dit que la Méditerranée est devenue un cimetière et qu'il faut plus d'humanité envers les migrants. C'est quelque chose qui peut être dit aujourd'hui en France, ça encore? En tout cas, nous le disons que dans ce domaine, bien entendu,
il faut traiter avec l'humanité. Quand on sait qu'il y a eu 2000 morts en Méditerranée cette année, sans doute sous-estimés, beaucoup d'enfants, beaucoup de femmes, etc. Dire aujourd'hui, il suffit d'arrêter les bateaux en mer ou d'arrêter les passeurs en mer, etc., de le faire, je pense que le pape est dans son rôle. Si le pape ne disait pas cela, je me dirais, quel est le rôle du pape ? Le président de la République, lui, jusqu'à présent, a eu un discours de fermeté sur l'immigration. Est-ce qu'aujourd'hui, il doit reprendre la parole pour nuancer ses propos et parler aussi d'accueil ? Il l'a fait. Il l'a fait par la voix du ministre de l'Intérieur, il l'a fait par la voix de la Première ministre. Aujourd'hui, non, mais l'humanité n'empêche pas. Il ne doit pas se saisir, lui, personnellement, de ce dossier mais il s'en saisit, bien entendu. Il s'en saisit, bien entendu. Il y a des conseils avec les premiers ministres, avec le ministre de l'Intérieur, avec tous les ministres, avec l'Europe chaque jour. La parole du président de la République pèse plus que celle de ses ministres aujourd'hui, on le sait. Écoutez, sur l'immigration, il s'est exprimé 2 fois, en disant 2 fois publiquement, au cours des dernières semaines, pour dire que le texte de loi immigration était un texte qui lui tenait à cœur, qu'il voulait qu'il soit présenté au Parlement avant Noël. J'avais même compris qu'il voulait qu'il soit voté totalement avant Noël, mais j'ai compris maintenant qu'à l'Assemblée nationale serait plutôt en janvier, qu'il veut le faire avant Noël. Donc il a dit à 2 reprises, je tiens un texte. Vous nous confirmez qu'au Sénat, ce sera le 6 novembre ? Comment ? Vous nous confirmez le 6 et 9 novembre. Une question justement sur ce projet. Sur le projet de loi immigration, est-ce que après ces images de Lampedusa, le texte risque de sortir modifié ? On sait que la partie sur les régularisations dans les secteurs en tension était déjà en question, était déjà en danger. Est-ce que le texte peut ressortir tronqué aujourd'hui de cette partie-là ? Je disais avant, il faut trouver un texte d'équilibre. Je dirais aujourd'hui, il faut un texte de radicalité. Il faut que radicalement, ça veut dire qu'il faut clairement que les gens qui ne doivent pas rester sur notre territoire, on donne aujourd'hui les moyens à l'administration à la France de pouvoir les expulser, de pouvoir les renvoyer. Première radicalité. Deuxième radicalité, il faut qu'à tout prix, que les gens qui peuvent être intégrés dans notre société, qui peuvent trouver aujourd'hui un métier, qui peuvent avoir droit à un titre de séjour, ils l'aient. Aujourd'hui, les entrepreneurs le demandent, mais regardez, dans les métiers de femmes de ménage, dans les hôtels, dans les cuisines. Dans les cuisines, aujourd'hui, vous entendez bien, 3/4 des gens qui travaillent dans les cuisines des restaurants sont des gens qui arrivent... Donc pour vous, pas question de négocier sur l'article 3, sur le titre de séjour pour les métiers en tension. Il n'y a pas de négociation possible ? Je ne suis pas jambe gauche, jambe droite. Je dis que ce texte, double radicalité, doit être, qu'on le veuille ou non, équilibré. Il doit y avoir des mesures de coercition face à ceux qui n'ont pas de chez nous. Il doit y avoir des mesures d'accueil et d'intégration pour ceux qui peuvent l'être et dont on a besoin. Donc vous dites hors de question de retirer cet article ou de le rediscuter ? Pour ce qui me concerne, bien entendu. Il y a un risque de faire exploser votre majorité si c'est le cas ? Je pense qu'au Sénat, bien entendu, la majorité, les groupes de la majorité soutiendront cette position. J'ai cru comprendre que la gauche le soutiendrait, les socialistes, avec... tous les groupes de la majorité, parce que tous les groupes de la majorité, parce qu'on a remarqué que... Je parle au Sénat, hein. Oui, on a remarqué qu'Horizon, par exemple, n'avait pas signé la tribune qui a été portée par Sacha Houlié et quelques gens de la NUP pour défendre justement cette partie sur les métiers en tension. Est-ce que... Ah non, alors là, sur la signature, la signature, elle est l'œuvre de quelques personnes. Vous l'auriez signé ? Quelques personnes. Vous l'auriez signé, vous, cette Non, tribune ? je ne veux pas la signer. Non pas qu'elle me choque. Non pas qu'elle me choque. Parce que sur le fond, vous avez l'air d'être d'accord. Il n'y a rien dans le texte qui me choque et qui me gêne. Ce qui me gêne, c'est la méthode. Et je l'ai dit aux journées parlementaires. À quoi ça sert d'appuyer à tout prix pour dire nous mettons une mise en demeure, alors qu'on sait très bien que ça va exciter et énerver ceux qui n'en veulent pas aujourd'hui. C'est pas la peine. Dans le texte, elle y est. Le ministre a dit, je crois comprendre qu'il souhaitait le garder aussi, en tout cas pour ce qui me concerne. C'est pour ça qu'il n'ait pas cité la tribune. Mais il n'y a pas de compromis, parce que là, vous parlez de la majorité présidentielle au Sénat, sauf que la majorité... on est très minoritaire. Je suis d'accord avec vous. Voilà, la majorité, elle est LR. Les LR, ils en font une ligne rouge. Je pense que la gauche peut le voter. Est-ce que vous discutez déjà avec Bruno Retailleau, vous ? Non, c'est pas moi qui discute avec Bruno Retailleau, c'est le gouvernement qui peut... Vous n'en parlez pas du tout avec lui ? Je te dire que je ne l'ai pas vu beaucoup ces dernières semaines. Je le verrai peut-être jeudi, quand il y aura le roi d'Angleterre qui sera là. Je lui en parlerai sans doute, bien entendu. Mais comment vous faites alors ? Parce que lui, il en fait une ligne rouge. Oui, non, mais ils ont fait beaucoup de lignes rouges, hein. On a vu beaucoup de lignes rouges qu'ils ont fait sur les retraites, les lignes rouges, etc. Vous savez, les personnes, les mesures d'âge, les mesures d'insertion, résultat, vous avez dû passer par le 49.3. Et au bout du compte, ils avaient obtenu ce qu'ils voulaient dans la ligne rouge, ils n'ont pas voté après. Donc, je veux bien. Mais là... Donc vous serez obligé là aussi d'en passer par un 49.3 ? Il me semble, non, pas au Sénat. Moi, j'espère encore qu'au Sénat, avec la gauche, avec la majorité présidentielle et avec les centristes, il n'est pas impossible que nous puissions avoir une majorité sur un texte équilibré.
Mais est-ce que le compromis sur cette mesure, ça peut être de la sortir du texte et de la passer par une circulaire? Je sais pas comment c'est légalement faisable. Je ne peux pas vous répondre à ça. Moi, si elle reste d'une façon ou d'une autre, ce sera il faut qu'elle reste aujourd'hui. On a compris qu'il y a un besoin. Si vous parcourez ce pays, les chefs d'entreprise vous le demandent. Il y a des métiers que les Français, aujourd'hui, ne veulent plus exercer, que des immigrés acceptent d'exercer. Ils le font. Les entreprises en ont besoin. Et puis en plus, si on dit humanité, ça fait partie du critère humanité que j'ai évoqué au début. Le chef de l'État, lui, a évoqué la possibilité d'un référendum sur le sujet de l'immigration. Est-ce que ce serait, de votre point de vue, une bonne idée? Et est-ce qu'il pourrait aller jusqu'au bout là-dessus? Aujourd'hui, en l'occurrence, c'est pas possible de le faire. Il faut élargir le champ du... Il faut donc faire un référendum sur le référendum. Donc ça veut dire déjà une première étape qui prend un an, hein, si on veut bien regarder les choses. Le temps de préparer le référendum, ça ne se fait pas comme ça. Un référendum préparé, etc., ça ne se fait pas avant l'été. Il ne sera pas fait en même temps que les européennes, comme le souhaite M. Bardella. Vous voyez bien, donc déjà modifier le référendum. Ensuite, si on fait une question sur l'immigration, alors moi j'aimerais bien vous demander à vous, quelle question on pose? Êtes-vous pour ou contre l'immigration? Ça n'a pas de sens. On peut poser la question des quotas, par exemple. On peut poser la question des quotas, par exemple. On peut poser la question des quotas, on peut poser la question du regroupement familial, j'entends bien. C'est surtout Emmanuel Macron qu'il faut la poser la question plus qu'à nous, puisque lui, il a ouvert la porte à cette question d'ouvrir le référendum sur l'immigration. Il a ouvert la porte. Donc vous lui dites, c'est bien, mais ça ne sera pas possible? Moi, je n'ai pas dit que ce n'est pas possible. J'ai dit, un référendum sur ce sujet, j'aimerais avant voir quelle question sera posée. Voilà. Mais donc c'est pas possible. Pour le passe-temps, vous avez des doutes? Ça me paraît difficile aujourd'hui, à titre personnel, je m'exprime à titre personnel, de faire un référendum sur l'immigration. Donc il dit ça pour faire plaisir aux Républicains, tout en sachant que ça va être trop compliqué pour il dit ça parce que le président de la République a l'habitude de fermer aucune porte, d'écouter les partis d'opposition, de dialoguer avec eux, de chercher des solutions, de trouver des voies. On l'a trouvé pendant un an sur beaucoup de textes aujourd'hui. Ce que vous dites, ça ressemble plutôt à de l'enfumage qu'à fermer aucune porte, pour le coup. Pourquoi? Non, attendez, si demain, on peut effectivement... Si vous faites une promesse dont vous savez qu'elle n'est pas tenable... Non, vous êtes caricatural et un peu violente à l'égard des chefs de l'État. Si vous dites, parce qu'il n'écarte pas une hypothèse, il dit, écoutez, vous le souhaitez, moi je veux bien qu'on change le champ du référendum, après on verra la question qu'on pose, c'est pas de l'enfumage, ça me paraît de la bonne concertation. Christelle, on parle d'inflation? On parle d'inflation. Elisabeth Borne va autoriser la vente à perte pour les carburants. Est-ce que c'est un coup dur pour les petites stations-service, notamment dans le milieu rural, que vous connaissez bien? D'abord, vous avez compris qu'aujourd'hui, chef de l'État qui paye la facture de toutes les erreurs du passé a en ce moment, avec le gouvernement, un certain nombre de sujets qu'on vient d'évoquer. Il y a l'immigration, il y a le climat, il y a la sécurité, il y a l'inflation, le pouvoir d'achat. Imaginez bien que tout est dans ces domaines, que ce soit sur l'environnement, que ce soit sur la sécurité. Jamais de gouvernement avant n'a fait autant qu'a fait ce gouvernement depuis 6 ans. Jamais. Et je pourrais vous détailler à l'appui toutes les sommes qui ont été... les plans qui ont été mis en place. Sur le carburant, qu'est-ce qui a été déjà fait sur le carburant et le pouvoir d'achat? Il y a déjà eu le chèque carburant, 100 €. D'accord? Bon. Il y a eu un bouclier énergétique, gaz, carburant, etc., et électricité, qui a coûté 90 milliards. Ne me laissons pas dire aujourd'hui, le gouvernement n'a rien fait pour le pouvoir d'achat. 90 milliards. Qu'on nous reproche par ailleurs commettre un additif à la dette de la France. Les mêmes qui nous reprochent. 3. Aujourd'hui, baisser les taxes. C'est-à-dire les Républicains. Baisser les taxes sur les carburants, comme on nous le demande. D'abord, c'est immédiatement une perte de recettes pour l'État. Ça veut dire moins de services publics, moins de justice, moins d'écoles, moins de gendarmes, moins de policiers, c'est tout ça. Faut le savoir. Donc vous dites qu'il n'y avait que cette solution-là. Non, mais après l'effort qui a été fait aujourd'hui, le faire que tout le monde participe, l'État a participé, il faut aider les Français face à cette hausse du carburant, et j'ai vu que le pétrole a encore monté ces jours derniers. À votre question, et j'y viens, les petites, aujourd'hui, la majeure partie... Est-ce que c'est pas le dommage collatéral, quand même? Attendez, mais il y aura toujours, aujourd'hui, quand on prend une décision, des mesures qui sont plus difficiles pour d'autres. En l'occurrence, la Première ministre a bien dit hier que quand on en parlera du sujet, dans les semaines qui viennent, il y aurait un plan pour protéger et prendre en compte les difficultés des petits distributeurs. Donc l'État va participer? Il va aider... Non mais attendez, c'est pas la même façon que de mettre tant sur le carburant des déductions. Il aidera les petits distributeurs qui représentent 20% de la distribution.
Est-ce que c'est viable à terme? Parce qu'on sait que le prix de l'essence ne va cesser d'augmenter. C'est une question de raréfaction des ressources. Je vous trouve bien pessimiste ce matin. Qui vous dit, moi j'ai vu le pétrole monter à plus de 100, redescendre à 50. Ce que j'espère, ce que je souhaite. Regardez le gaz. On disait la même chose. Le gaz est revenu à son prix d'origine. Et là, on sait qu'il y a une raréfaction des ressources. Il y a une tension sur le pétrole aujourd'hui pour les raisons géopolitiques. Pour des raisons géopolitiques. Mais moi, j'espère bien que le carburant redescendra demain. Vous savez, déjà, quand il était à 1,51, c'était haut. On a connu longtemps le gasoil à 1,22, à 1,25. Il est aujourd'hui à 99,2. Bon, je pense... Vous ne pensez pas la hausse inéluctable? Non, je ne pense pas que ce soit inéluctable. Marine Le Pen, hier soir sur TF1, elle a dit que l'État s'enrichissait en appauvrissant les contribuables. Et elle propose de restituer aux Français une partie du surplus de la TVA via un crédit d'impôt. C'est une idée à étudier pour vous? Non. Je veux dire, Marine Le Pen propose des mesures. D'abord, c'est inefficace. La baisse de la TVA, c'est inefficace. Que ces choses soient claires. Alors, d'un côté, elle dit qu'il faut plus aider les Français, qu'il faut en faire plus, qu'il faut beaucoup plus de policiers, qu'il faut beaucoup, etc. et tout. Et de l'autre côté, elle n'a de cesse de dire que, allez, il faut faire les poches de l'État et qu'il faut de façon à ce qu'il y ait moins de recettes. Donc, ce qu'elle a proposé, même le 0%, vous savez, sur les produits de la cité, ça ne fait pas se répercuter par ailleurs. Enfin, les mesures qu'elle propose ont été essayées dans d'autres pays, voire en France, et elles n'ont pas donné les résultats dont elle parle. Donc, c'est une fausse promesse et une fausse solution. Christelle. L'Assemblée va reprendre ses travaux la semaine prochaine avec un texte de loi de programmation des finances publiques qui devrait être voté via un 49.3. Est-ce que vous, au Sénat, vous le voterez? Écoutez, jusqu'à présent, le Sénat a refusé de le voter. Je pense qu'il y a un manque de responsabilité. Des Républicains? De la part des Républicains. C'est une attitude politique par laquelle ils veulent compenser le soutien qu'ils ont apporté ici au Sénat à la réforme des retraites. Ils demandent, vous savez, ils sont toujours dans la contradiction qui n'est pas leur apanage à eux, mais de dire tous les jours, écoutez, il faut plus pour le monde agricole, il faut plus pour les petits commerçants, il faut plus, etc. La sécurité, il faut plus tous les jours, j'entends. Et puis dans le même temps, regardez la dette de la France. Oui, parce que là, ils disent le plan n'est pas assez rigoureux. Très bien, voilà, j'entends bien, mais attendez, justement, c'est ce que je vous dis. Ouais. Les mêmes qui nous disent ça n'est pas assez rigoureux déposent des amendements en séance. Vous allez le voir sur la loi de finances, beaucoup plus dépensiers. Il faut un peu de cohérence. Et moi, je trouve qu'aujourd'hui, le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, qui tient le cap, le fait avec fermeté. Il le fait en ayant révélé quels ont été les succès de la France. Il a montré comment la France se positionne aujourd'hui et elle est mieux placée que d'autres dans des domaines comme l'inflation, jusqu'à présent, les domaines comme l'attractivité. Et que dans le même temps, il faut comprendre aussi, faire comprendre aux Républicains que de ne pas avoir de trajectoire financière, ça veut dire perdre l'argent de l'Europe. Est-ce que pour vous... Est-ce qu'aujourd'hui... Donc vous dites qu'ils sont irresponsables, c'est ça que vous dites? Je dis. Donc, c'est la raison pour laquelle, vous savez, sur tous les textes financiers, et le budget, c'est le montreur politique. C'est celui en politique, on vote contre le budget. Oui, c'est un marqueur. Vous comprenez qu'il s'oppose? C'est un marqueur. C'est même un bioindicateur pour les Républicains. Ça tient à leur gêne. Bon, donc... on sait bien que sur les textes financiers, on va le voir. Moi, je pense qu'il faut banaliser cela. Il ne s'agit pas de répétition de 49.3. Il faut bien que la France ait un budget. Il y a ceux qui sont en responsabilité, qui l'assument et qui votent le budget, qui accordent les dépenses dont les secteurs ont besoin, qui fait les économies ailleurs. Bon, j'entends par exemple sur le GNR. Regardez ce que dit. Ouais. Bon, le gaz les agriculteurs aujourd'hui disent scandaleux, panneaux, etc. Ils le disent. Mais quand on regarde les chiffres en face sur le GNR, ça fait 100 millions de perdus pour le monde agricole. Hein, non pas de perdus, mais je veux dire de défiscalisation en moins. Mais dans le même temps, le monde agricole va toucher 1 milliard. 1 milliard contre 100 millions de la part de l'Europe et d'autres pour permettre demain la transition énergétique dans tout le matériel agricole et ailleurs. Donc vous voyez, on parle souvent, il faut regarder les choses dans leur globalité. Pour reparler juste un dernier mot sur la loi de programmation, ça ne vous paraît pas compliqué de recommencer la séance parlementaire par un 49.3 vis-à-vis de l'opinion publique, là, uniquement? Non, ça ne me gêne pas parce que si on dit clairement les choses, si on explique bien les choses, le 49.3, vous savez, il est brandi par certains maires dans la campagne électorale. Vous allez être accusé de passer en force une nouvelle fois. Non, mais ne pas passer en force, ne pas voter la loi de programmation aujourd'hui, c'est faire perdre à la France des millions, voire des milliards. Est-ce que vous pensez des millions? Donc après la réforme des retraites, ça vous paraît pas cher? Bien entendu, je crois que c'est aussi le courage politique. Vous savez, j'ai appartenu à une majorité relative qui a voté la CSG. On nous a reproché à l'époque de l'avoir voté à 3 voix. 3 voix.
sous Michel Rocard. Est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un remettrait en cause le 49.3 de la CSG? Personne. Un mot des sénatoriales, François Patriat, ce sera dimanche. Est-ce que vous êtes inquiet pour votre groupe? Il sortira affaibli? C'est difficile. D'abord, en tant que président de groupe, vous imaginez bien que je vais vous dire aujourd'hui, c'est difficile. Parce que sur les 12 sénateurs sortants, 4 ne se représentent pas dans les secteurs où c'est déjà pas facile. Que pour les autres, la campagne aujourd'hui, vous savez, les élections intermédiaires, c'est l'occasion pour les électeurs, fût-ils des élus, de se venger que sur le gouvernement. Donc c'est difficile d'avoir l'étiquette de la majorité présidentielle. Non mais je sais, il y a 3 ans, quand j'ai fait une campagne difficile, je le sais. Mais moi, je pense que nos candidats sortants, que je connais bien tous, que j'ai vus ici, que vous voyez ici, parce que nous sommes un petit groupe, mais présents sur tous les textes, présents dans toutes les interventions, on travaillait et sur le terrain, je les connais sur le terrain aussi, donc j'espère et je souhaite, et nous faisons tout pour qu'ils puissent garder leur siège. Vous parlez de la majorité, parlez de la majorité présidentielle, mais Renaissance va perdre des sièges, et visiblement, et le MoDem et Horizon vont en gagner. Comment vous expliquez cette différence? Pourtant, vous faites tous partie de la majorité présidentielle. Le MoDem a 4 sortants, qui siègent chez les centristes ici, hein? D'accord, hein? Oui. Bon, très bien, déjà. Bon, 4 sortants. Reconduire 4 sortants qui sont bien implantés tête de liste, qui ont déjà les électeurs. Il me semble que Mme Sampé à Pau, elle a quand même la ville de Pau et tous les électeurs MoDem derrière. Ce n'est pas le cas de mes amis, que je donne pas de nom ici aujourd'hui, vous avez compris. Non. On n'a pas le droit. Mais donc, nous, en l'occurrence, et puis en plus, nous en avons 4 parmi qui ne se représentent pas. C'est difficile aujourd'hui. Donc, déjà, là. Alors, ça va se jouer à 2 ou 3 sièges, ce gain ou cette perte. Je pense que les équilibres du Sénat, ils vont bouger sur 30 sièges. Ils vont bouger sur 30 sièges. Mais vous pensez perdre combien? Pas plus de 2 ou 3 sièges? Non. Ce que j'espère, c'est que nous restions à l'étiage et que nous en gagnions 1 ou 2. Ah, vous pensez en gagner? Il y a quand même des territoires où nous pouvons en gagner. Est-ce que le RN aura des sénateurs pour vous? Oui, je pense que le RN aura 3 à 4 sénateurs ici. 3-4? Oui. Moins que les 5 à 10 dont parlait Gérard Larcher il y a quelques semaines? Je pense 3 ou 4. Peut-être 5. Et LFI? Non, LFI n'aura pas de sénateur. Dernière question, Christelle? La majorité, et surtout le gouvernement, a longtemps négligé le Sénat. Ça a été des critiques de nombreux sénateurs durant le premier quinquennat. Est-ce que vous trouvez que les rapports ont changé aujourd'hui? Et est-ce que vous payez aujourd'hui cette négligence de la majorité? D'abord, je m'assure sur le fait qu'il y a une négligence du Sénat. C'est le Sénat lui-même qui affirmait, à travers les propos de son président, nous sommes l'opposition. Quand vous affirmez, nous sommes l'opposition, il vaut mieux que le gouvernement traite avec sa majorité. Et est-ce qu'aujourd'hui les choses ont changé de ce point de vue-là? Aujourd'hui, les choses ont effectivement changé, du fait de la majorité relative à l'Assemblée, avec des incertitudes que vous connaissez autour du groupe Les Républicains. Alors qu'ici, on a vu au Sénat, regardez, qu'avec les Républicains, on a pu trouver sur pas loin de 20 textes un accord avec eux pour le voter. Et avec la gauche aussi. Donc, le fait de commencer, je trouve que c'est bien de commencer sur des textes importants. Comme la loi immigration. Comme la loi immigration, que nous avons déjà passé en commission, où nous avons un débat. Nous pouvons poursuivre ce débat aujourd'hui. Je pense que c'est au ministre de l'Intérieur, à l'heure actuelle, et au ministre des Relations avec le Parlement, de négocier avec les partis de la majorité du Sénat pour savoir jusqu'où ils veulent aller, et en fin de compte, obtenir au bout un texte qui permettra d'avancer à l'Assemblée. Merci François Patriat. Merci. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin.